Que sont donc réellement les fourmis? Prises individuellement, elles sont souvent obstinées et leur vie ne vaut pas cher. Mais la fourmilière est un ensemble et de l'union naît la force et l'intelligence, le modèle ou la menace. Des philosophes aux biologistes, en passant par les auteurs de science-fiction, on a beaucoup glosé sur les sociétés de fourmis. Système totalitaire autorégulé, communauté fraternelle qui nous montre l'exemple à suivre, armée de piranhas terrestres dangereuses pour l'humanité, que sais-je encore. Il convient donc, dans cette dernière émission, de s'en tenir aux faits, de faire le point et d'essayer d'y voir plus clair. Luc Gomel, vous rentrez de Guadeloupe, et là-bas vous étudiez les fourmis champignonistes, et ces fourmis sont presque une menace pour l'agriculture de la Guadeloupe. On constate qu'elles ne font que proliférer depuis quelques années. Oui, effectivement, c'est même plus que presque une menace, c'est une menace, et là, les fourmis champignonistes là-bas, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, sont quasiment les ravageurs agricoles numéro 1 dans certains cas. Donc là, on voit un impact des activités des fourmis sur les activités humaines là, dans le domaine agricole. C'est effectivement un très gros problème dans ces pays-là. Quand on parle des fourmis, il y a toujours deux sentiments apparemment contradictoires, mais si ça se trouve, c'est presque le même phénomène d'attirance-répulsion. Il y a des gens que les fourmis ou les insectes en général fascinent. Il y en a d'autres qui ne supportent pas ni leur contact, ni même parfois la vue. Quasiment une phobie. Presque, oui. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a des cas où c'est quasiment une phobie. Et c'est valable pour les fourmis, mais c'est valable aussi pour les araignées ou d'autres, les serpents, d'autres animaux en fait. Nous, on l'a bien vu à l'occasion de la circulation de l'exposition que j'ai réalisée avec un certain nombre d'amis, où on voyait les réactions des gens. Ah, des fourmis, très, très intéressés. Au contraire, ah, des fourmis, à la limite, qui avaient même du mal à s'approcher des fourmilières qu'on avait construites pour eux, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a les deux types de réactions face aux fourmis. Bon, pour ce qui est du danger réel, donc on vient de parler des champignonistes qui posent un problème au niveau agricole. Il y a des fourmis qui piquent très fort. Bon, vous savez que certaines espèces de fourmis sont équipées d'un dard. Et par exemple dans le sud des États-Unis, il y a une fourmi qui s'appelle la fourmi de feu qui pose de très gros problèmes parce que, comme d'ailleurs en Guadeloupe, où les champignonistes ont été introduites de façon accidentelle et se sont répandues dans un milieu où elles n'existaient pas auparavant. De la même façon, dans le sud des États-Unis, il y a une fourmi originaire d'Amérique du Sud aussi, une fourmi de feu, qui en fait regroupe 2 ou 3 espèces, qui est en train de se répandre de la même façon dans les États du Sud, et qui donc pose des gros problèmes aux gens qui la fréquentent. Elle pique, sa piqûre est très très douloureuse. Et pourquoi fourmi de feu? À cause de cette piqûre douloureuse? Voilà, c'est ça. Alors il y a aussi les fameuses fourmis manians qui sont, je crois, en Afrique, et qui là, c'est carrément des nettoyeurs publics, des éboueurs de territoire. Voilà, alors les fourmis manians, on les trouve, le terme manian, je pense que c'est plutôt pour les fourmis africaines. Il y a des espèces aussi en Amérique du Sud qu'on peut rencontrer, que moi-même j'ai observé et étudié un peu en Guyane, qui ont le même comportement de colonnes nomades. Enfin, il y a une phase nomade et une phase sédentaire. Donc en phase nomade, ces fourmis parcourent des centaines de mètres, voire des kilomètres. Toute la colonie, qui est extrêmement populeuse, reines et couvains compris, voyagent et changent de bivouac. Et il y a des phases, des périodes de chasse. Bon, il y a la période du transport, il y a la période de chasse. Et sur les zones où passent ces colonnes, tout est effectivement nettoyé. Tout ce qui est vivant et consommable par les fourmis sont nettoyés. C'est très impressionnant. J'ai observé ces colonnes en Guyane, mais on m'a cité un certain nombre d'événements qui se produisaient en Afrique, où des villages peuvent être évacués une nuit parce qu'il y a une colonne de manians qui passe, et il n'y a absolument rien à faire pour calfeutrer les cases contre ces fourmis-là. Donc on est obligé d'évacuer la case. Alors ça a un aspect positif dans la mesure où ça nettoie tout ce qui est cafards, araignées et autres bestioles vivant avec les humains sont nettoyés, sont tués et consommés par les fourmis. Donc c'est un rôle de nettoyeur très puissant. Mais il ne faut pas oublier un bébé dans un berceau ou les poules dans le poulailler, parce que là elles sont éliminées comme les cafards. Alors est-ce que ces espèces de fourmis qui sont quand même localisées dans certaines régions
peuvent présenter une réelle menace. Parce qu'on a tous dans notre imaginaire collectif l'image de science-fiction où les fourmis se mettent à attaquer l'humanité et à triompher. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou bien ça reste quand même du domaine de la fiction? Non, la menace est réelle, mais c'est très ponctuel. Il n'y a pas une espèce de fourmi qui se déciderait à attaquer les humains. Il se trouve que les villages se trouvent sur leur passage, la colonne se déplace dans la forêt, tombe sur une clairière où il y a un village, elle traverse le village comme elle traverserait la forêt. Il n'y a pas de menace délibérée, d'envie de la part des fourmis de s'attaquer aux humains. Là, effectivement, on rentre dans le domaine de la fiction si on commence à envisager ce genre de choses. Pierre Gesson, je vous vois un peu sourire. Vous êtes carrément caustique parce que vous dites, bon, la fourmi est un danger pour l'homme, mais l'homme est un danger pour la fourmi, vous m'avez dit. Ah oui, je pense que... bon, je dis toujours que la fourmi ne sait pas qu'elle est fourmi. Bon, l'homme, malheureusement, sait qu'il est un homme et connaît tous les pouvoirs qu'il a sur son milieu. Et malheureusement, l'irresponsabilité humaine est responsable, si je puis dire, de la perte irrémédiable d'un grand nombre d'espèces de fourmis que l'on ne connaîtra jamais et qui auraient pu sans doute avoir un intérêt pour la connaissance absolument fabuleux. J'ai eu la chance d'aller en Australie il y a quelques années pour étudier une fourmi que l'on considère comme un fossile vivant, qui probablement n'a pas changé depuis 50 millions d'années, donc elle peut nous renseigner sur l'histoire de la vie sociale chez les insectes. Il n'en existe plus que 20 colonies connues. Quand elle a été découverte, il en existait 100. Bon, donc 80 ont disparu pour des raisons diverses. Probablement des musées ont-ils considéré que c'est particulièrement important d'aller faire des récoltes, des collectionneurs, des spéculateurs, etc. Bon, ça, c'est un petit exemple. Qualitativement important puisque c'est la plus ancienne connue des 10 000 fourmis répertoriées dans le monde à l'heure actuelle. Mais il y a un autre exemple que je donne assez souvent pour illustrer ce danger de destruction. La Nouvelle-Calédonie s'est détachée du continent sud, du continent gondwanien, un continent fossile, avant même l'Australie. La Nouvelle-Calédonie est l'un des endroits les plus intéressants du point de vue de la faune d'insectes, et en particulier des fourmis. Parce qu'il y a une préservation. Une préservation et une évolution insulaire, une évolution séparée du reste. Donc la Nouvelle-Calédonie est un conservatoire pour le zoologiste. Pour les fourmis, en tous les cas, pour le myrmécologue, ça l'est. Malheureusement, il y a quelques années, je ne sais pas si c'était par des apprentis sorciers ou non, mais une fourmi a été introduite accidentellement ou volontairement, je n'en sais rien, Nouvelle-Calédonie, qui est la Wasmania. La Wasmania est une petite fourmi originaire d'Amérique centrale, qui est quasiment exclusivement carnivore, et donc qui détruit les insectes. La Wasmania est en train de grignoter mètre carré par mètre carré toute la Nouvelle-Calédonie et de vider toutes les espèces de fourmis autochtones. Donc on est en train de perdre sous nos yeux le contenu d'un musée, en quelque sorte. Alors vous voyez qu'il y a des cas suffisamment complexes où l'homme détruit en utilisant des fourmis pour détruire les fourmis, sans le savoir même, puisque personne ou peu de gens sont malheureusement conscients. Je crois que le plus grand danger pour la fourmi, ce n'est plus la fourmi elle-même, c'est devenu l'homme. D'un côté, il y a donc ce côté menace, à la fois pour la fourmi, mais aussi pour l'homme. Il y a aussi la communauté fraternelle, puisque les fourmis s'occupent de leurs congénères. Bon, je pense à l'échange de nourriture, ce qu'on vous appelait la trophallaxie. Il y a aussi les soins apportés au couvain avec les nourrices. Donc là, est-ce qu'on peut y voir aussi une sorte de fraternité entre les individus? Est-ce que ça peut pas, alors, à contrario, être utilisé comme modèle? Alors, utilisons comme modèle notre propre organisme, puisque... sauf cas pathologique, il y a une grande fraternité entre toutes les cellules de notre organisme. C'est pas pour autant qu'on utilise la référence de l'organisme vivant, humain ou animal pour
essayer de monter un système social qui s'en inspirait. Je crois que ce serait une grave erreur. Les fourmis, comme les abeilles d'ailleurs, au sein de leur société, objectivement, on peut dire qu'elles sont altruistes et qu'il y a effectivement une confiance absolue qui est à la base de leurs échanges au sein de la même société. Mais les sociétés de fourmis, comme les sociétés d'abeilles, de termites ou de guêpes, procèdent d'un autre système que les sociétés humaines. Les spécialistes, dans leur jargon, appellent ça les éosociétés. Éosociétés, ça veut dire qu'au fond, ce sont les sociétés les plus avancées qui existent. Et du point de vue de la rentabilité, je crois qu'il n'y a que l'homme qui peut damer le pion aux fourmis. Les fourmis constituent l'impact en matière vivante la plus importante de tout le règne animal. On a des chiffres qui sont absolument fabuleux. Et l'homme est la seule espèce vivante. Les fourmis ne sont pas une espèce, mais une famille d'espèces. L'homme, dont il n'existe plus qu'un seul exemplaire de la famille, est le seul être qui peut rivaliser, mais à travers une stratégie culturelle, alors que les fourmis procèdent d'autres caractéristiques. La société de fourmis, elle a au fond 3 caractéristiques, comme la société d'abeilles d'ailleurs. Superposition des générations, division des rôles et soin aux jeunes de façon collective. Vous pouvez, dans certaines sociétés humaines, trouver les mêmes caractéristiques, les mêmes manifestations, mais ces manifestations reposeront sur des fonctionnements qui seront tout à fait différents des mécanismes qui caractérisent le comportement des fourmis. Alors, en ces temps où on parle beaucoup d'intégration sociale, je vais aussi vous parler d'un modèle que vous avez développé, qui est le concept de fellowship, que vous opposez d'ailleurs à celui de kinship. Et je vous cite, vous dites dans un de vos articles que lorsqu'il y a une colonie sans reine, eh bien, seule la convivialité précoce entre ouvrières semble fondamentale pour le développement de l'identité et de l'intégration sociale. Est-ce que là, par contre, on ne serait pas bien amené à s'inspirer de ce concept donc de fellowship par rapport à kinship? Alors, expliquons en quelques mots de quoi il s'agit. Bon, d'abord, pour ne pas avoir de problème avec les francophones purs et durs, utilisons le terme convivialité. Mais en anglais, convivialité, ça colle pas du tout. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme de fellowship en anglais. Mais ça a le même sens. Il y a des théories qui considèrent que les fourmis au sein d'une même société sont altruistes les unes par rapport aux autres parce qu'elles ont la programmation génétique de la reconnaissance de leurs partenaires, donc de celles qui doivent bénéficier de leur altruisme. Et en fait, pas seulement moi, mais toute mon équipe, avons énormément travaillé sur les mécanismes qui sont à l'origine, les mécanismes comportementaux, éthologiques, qui sont à l'origine de la reconnaissance des membres d'une même société chez les fourmis. Et nous nous sommes aperçus qu'en fait, la fourmi ne naissait pas avec une image génétiquement programmée de sa partenaire, mais que cette fourmi devait développer, soit au cours de son tout jeune âge après l'éclosion, soit pendant sa vie larvaire antérieure, devait développer la reconnaissance de ses partenaires, de ses futurs partenaires sociaux. Donc, ça ne veut pas dire, par conséquent, que la reconnaissance du bénéficiaire de son altruisme est programmée génétiquement, mais ça veut dire que le mécanisme d'apprentissage de la reconnaissance du partenaire, lui, est programmé. Le mécanisme ne peut pas exister sans un câblage nerveux, sans un fonctionnement qui, lui, dépend de l'expression du code génétique. Mais quand même, l'intégration par proximité sociale prend le pas sur la parenté purement biologique. Non, on ne peut pas dire que ça prend le pas. C'est le relais. Ça prend le relais. C'est le relais. Parce que, tout simplement parce que, sauf cas d'exception, entre parenthèses l'esclavagisme, sauf cas d'exception, une fourmi ne peut naître ailleurs que dans sa propre société, c'est-à-dire au milieu d'individus qui lui sont apparentés. Par conséquent, même si elle doit apprendre pour reconnaître
les caractéristiques de son groupe, ce qui semble être le cas le plus répandu, même si elle doit apprendre, elle n'a pas la liberté d'apprendre n'importe quoi. La fourmi ne peut apprendre, finalement, que les caractéristiques de son propre groupe génétique. Donc, au fond, elle est effectivement altruiste à l'égard de partenaires génétiquement proches, mais elle l'est non pas parce qu'elle les reconnaît en tant que partenaires génétiques, mais parce qu'elle les reconnaît en tant que partenaires de convivialité. Et alors, si elle rencontre une étrangère? Si au cours de son jeune âge, elle rencontre une étrangère, elle deviendra altruiste uniquement à l'égard de cette étrangère et de ceux qui lui ressembleront. C'est le cas des fourmis qui sont prises en esclavage dans des sociétés parasites. Alors, Luc Gomel, vous avez monté donc une exposition qui s'appelle « La découverte du monde des fourmis ». Et cette exposition, bien sûr, n'est pas destinée à la communauté des scientifiques, à la communauté des spécialistes. Elle est pour tout le monde. Donc vous rencontrez énormément de gens venant d'un peu toutes les catégories, tous les milieux, puisque cette exposition se promène, c'est une exposition itinérante. Quand les gens viennent vous voir, après avoir vu l'exposition, qu'est-ce qu'ils retiennent des fourmis? Un modèle ou une menace? Je dirais ce qu'ils veulent. Tout dépend de la force de leurs idées avant de venir voir l'exposition. Un des buts de l'exposition est de leur faire découvrir un monde extrêmement varié, avec énormément d'espèces ayant des comportements différents, et donc de modifier un peu les idées préconçues qu'ils pouvaient avoir avant de venir voir l'exposition. Oui, on peut dire que c'est quand même une exposition à dominante biologique, plus que sociologique. Oui, on s'est contenté, malheureusement, faute de place et peut-être de crédit aussi, on s'est contenté uniquement d'informations scientifiques. On aurait pu aborder les fourmis dans la publicité ou dans la littérature. Bon, on va peut-être compléter. Je pense à Metterlin On va compléter tout ça peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Mais là, c'est une exposition scientifique, mais qui s'est voulue très grand public et très tournée vers les enfants. On a énormément de dessins ou de bandes dessinées à leur auteur qui fait qu'elle est accessible à tous en fait. Donc, modèle ou menace, on aborde les deux sans trancher. On laisse le spectateur, entre guillemets, le visiteur juger lui-même. On présente des espèces qui peuvent être considérées comme des menaces dans certains cas, ou on présente également le fonctionnement des fourmilières qui peut, dans certains cas aussi, faire réfléchir sur le fonctionnement des sociétés humaines sans forcément servir de modèle. Donc je dirais c'est le visiteur qui décide. Mais est-ce que d'une certaine manière, le visiteur n'est pas obligé, à un moment ou à un autre, de faire référence à la société humaine? Parce que l'insecte social, bon, vit en société, c'est sa définition même, mais c'est tellement complexe au niveau des fourmis qu'à un moment, est-ce que la projection anthroposociale n'est pas quasiment obligatoire? C'est sûr que ça intervient dans de nombreux cas. Et bon, pourquoi pas? Je veux dire, on fait des comparaisons. Après, le problème, c'est d'en tirer des jugements sur soit le fonctionnement des sociétés de fourmis, soit le fonctionnement des sociétés humaines. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mécanismes qui sont similaires ou qui ont des formes qui sont quand même différentes entre les fourmis et les hommes. Mais bon, le soin aux jeunes, la vie en société, l'échange de nourriture, le fait que une fourmi qui a trouvé une source de nourriture prévienne les autres de façon à ce que d'autres puissent l'exploiter, d'autres au sein de sa société. C'est tout le problème de la fermeture des sociétés. Bon, société ouverte, société fermée. Voilà, mais bon, chez les fourmis, c'est quand même très fermé par rapport aux sociétés humaines. Bon, l'altruisme au sein d'une même société est valable pour quand une fourmi a trouvé une nourriture, elle va prévenir les fourmis de sa société à elle. Il peut arriver qu'elle prévienne indirectement d'autres sociétés voisines. Bon, une fourmi qui a trouvé la nourriture dépose une phéromone de piste en retournant vers sa fourmilière. Qui permet d'indiquer le chemin. Voilà. Donc après, les fourmis, ses sœurs, peuvent repartir, retrouver la source de nourriture. Bon, il y a des cas où une piste peut être utilisée par d'autres nids. Ça, moi, je l'ai constaté en Guadeloupe, ça peut arriver. Mais c'est involontaire, ça. Pardon ? C'est involontaire. Oui, c'est involontaire. Mais tout ça pour dire que normalement, l'altruisme s'exerce quand même en priorité vers ses sœurs, vers les membres de sa même fourmilière. Et alors, dans les gens que vous rencontrez, est-ce qu'on n'évoque pas avec vous le communisme de la fourmi ? Moi, ça m'est arrivé de parler beaucoup de choses autour de l'exposition.
le communisme, franchement, non, ça n'a jamais été abordé directement. Bon, c'est un sujet très discuté, surtout en ce moment. Mais parce que c'est un sujet qu'on trouve dans la littérature. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont évoqué ça. Oui, c'est sûr qu'une vie en commun, des moyens échangés, des moyens, on pourrait presque dire des moyens de production mis en commun, et qui ne sont pas la propriété d'une caste. Bon, une des grosses différences qu'on peut voir, c'est que le terme de propriété, ça n'existe pas. La meule à champignons des champignonistes, elle appartient à tout le monde. Et celle qui a faim, celle qui veut aller se nourrir, elle va se nourrir. Et puis, il n'y a pas un groupe d'individus qui confisque le produit du travail des autres et qui leur redonne de façon plus ou moins dirigée. Ça n'existe pas chez les fourmis, et ça peut par contre se trouver dans les sociétés humaines. Oui, ça va même plus loin, puisque l'individu en soi n'a pas d'existence. Il se sacrifie pour la meute, si besoin est. Il y a effectivement le collectif qui l'emporte sur l'individuel. Et ça aussi, c'est peut-être une des grandes différences entre société humaine et société de fourmis. Et quand les gens voient par exemple les fourmis citernes, donc qui sont, si je peux dire, atrophiées pour permettre la vie de la communauté, comment réagit par exemple un enfant devant ce... Les enfants, ils sont pas complètement surpris, ils apprennent et ils engrangent. Ce qui les marque beaucoup, par contre, c'est les guerres de fourmis. Et ça, on le voit dans les dessins. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent visiter l'exposition. Et il se trouve qu'il y a 1 ou 2 panneaux justement sur les guerres de fourmis. Et ça les marque beaucoup. Parce que ça semble terrible de voir ces soldats. Oui, je crois que pour beaucoup d'enfants, la guerre c'est quelque chose de terrible. Et en plus, il y a eu l'exemple de la guerre vis-à-vis de l'Irak là récemment. Et dans les dessins qu'on trouve actuellement, il y a Saddam Hussein est cité. Ça a marqué. Méchante, Pas forcément, mais enfin bon, c'est sûr qu'on a eu dans certains cas un quart ou un tiers des dessins des enfants, donc qui font leurs dessins complètement librement après dans leur école, qui tournaient autour de la guerre et de ce qu'ils avaient vu sur les panneaux s'attaquant au problème de ces relations entre sociétés différentes. Est-ce que pour s'intéresser aux fourmis, il ne faut pas rester enfant, d'une certaine manière? C'est difficile de répondre, il n'y a que des enfants à cette table. Pierre Gesson, le grand enfant, qui est président en plus de la Société internationale qui étudie les insectes sociaux. Oui, effectivement, nous sommes 900 à être de grands enfants dans le monde. Oui. Mais en fait, ça ce sont les scientifiques, mais il y a beaucoup plus de gens qui, en tant qu'amateurs, s'intéressent aux sociétés de fourmis. Je me trouvais récemment au Japon. J'ai été invité par la société japonaise de myrmécologie, qui comprend des centaines de membres. Et vous voulez dire des amateurs? Il y a les scientifiques et les amateurs côte à côte. C'est très curieux, c'est une chose qui se voit moins souvent en France. Mais il y a une longue tradition d'amateurisme myrmécologique au Japon. D'ailleurs, au Japon, il existe un nom japonais pour chaque espèce de fourmi. Nous sommes très loin de ça en France. Nous n'avons que les noms latins, les noms scientifiques. Mais au Japon, ils ont un nom spécifique pour chaque espèce, en japonais. Et d'où vient l'engouement? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces de fourmis au Japon, des espèces particulières? Je ne sais pas si c'est parce que parfois des gens très importants traitent les Japonais de fourmis, mais bon, c'est vrai que les Japonais sont attirés par les fourmis, ils sont émerveillés. Bon, je ne sais pas, à ce moment-là, peut-être qu'il y a un petit Japonais qui dort chez chacun d'entre nous ici, mais... Moi, je comprends en tous les cas qu'ils soient très attirés par les sociétés de fourmis. D'une part, parce que l'organisation est assez étonnante, et puis d'autre part, parce qu'il y a cette variété. En France, on dit il y a les noirs, les rouges. Je reçois du courrier des fois de gens qui m'écrivent en disant il y a une fourmi rouge dans mon jardin, voudriez-vous me dire de quelle espèce il s'agit? Évidemment, c'est un descriptif qui est assez sommaire pour eux. Il y a probablement, rien qu'en France, quelques dizaines d'espèces qui répondent à cette description. Mais bon, c'est vrai que... je crois... J'analyse mal ça. Peut-être qu'un psychanalyste pourrait me décortiquer en me disant vous êtes myrmécologue parce qu'il s'est passé telle et telle chose dans votre tendre jeunesse, et peut-être même dans le ventre de ma mère, qui sait. Mais après tout, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que les gens qui aiment les fourmis
trouvent des endroits comme l'exposition de M. Gommel, qui est tout à fait remarquable, des endroits pour cultiver leur goût et puis pour échanger avec d'autres. Peut-être qu'un jour on échangera des fourmis comme on échange des timbres. Quelques livres pour en savoir beaucoup plus. D'abord la Bible pour les anglophiles, The Ants, écrit par Berthold Dobler et Edward Wilson, paru aux presses de l'université de Harvard. Et puis un livre pour les francophones de Luc Passera, L'organisation sociale des fourmis chez Privat. Enfin le roman de Bernard Werber, paru chez Albin Michel, qui va me servir de conclusion. Parfois il me vient une idée stupide. En voyant ces cités de sable, je me dis: et si c'était la nôtre? Si nous étions nous aussi installés dans quelque aquarium prison et surveillés par une autre espèce géante? Si Adam et Ève avaient été deux cobayes expérimentaux déposés dans un décor artificiel pour voir? Si le déluge après tout n'avait été qu'un verre d'eau renversé par un dieu négligent ou curieux? Impossible, me direz-vous? Allez savoir. La seule différence pourrait être que mes fourmis sont retenues par des parois et que nous sommes enfermés par une force physique, l'attraction terrestre. Mes fourmis arrivent toutefois à taillader le carton. Plusieurs se sont déjà évadés et nous arrivons à lancer des fusées qui échappent à l'attraction gravitationnelle.